Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur la révolution de l'anatomie numérique qui est réalisé dans le cadre de la chaire UNESCO l'anatomie numérique de Paris Descartes grâce à la création du Centre de compétences international numérique récemment créé. Voyons tout d'abord le plan de ce cours. Nous allons commencer par une introduction en expliquant ce qu'est la réalité virtuelle. Puis nous verrons les principes de la modélisation tridimensionnelle avec deux grands principes, le volume rendering d'une part et la modélisation vectorielle d'autre part. Nous envisagerons les objectifs qui sont d'une part la recherche, mais surtout l'enseignement et les outils pédagogiques. Et enfin, nous verrons les résultats que nous avons obtenus depuis notre unité de recherche qui a été créée à Paris Descartes depuis plus de 15 ans. Mais tout d'abord, il faut répéter et insister sur un principe fondamental en anatomie, c'est que la dissection cadavérique est le gold standard de nos connaissances. Ceci est très important. Et sur cette diapositive, vous voyez retracer 5 siècles d'histoire de l'anatomie, depuis Léonard de Vinci, le XVIe siècle, au milieu les cires anatomiques du XIXe siècle, et enfin à droite, l'anatomie numérique et la reconstruction tridimensionnelle du XXIe siècle. Reprenons le point fondamental, la dissection est bien le gold standard de nos connaissances. Et vous voyez ici mon maître Claude Gillot qui réalise, après injection au latex du système veineux, une dissection, puis la peinture des veines en couleur, ce qu'on appelle la segmentation colorée. Le résultat d'une telle technique est absolument extraordinaire et vous voyez ici, sur cette vue latérale de la partie inférieure d'un membre inférieur gauche, le système veineux qui a été colorisé de cette manière de façon à reconnaître les différentes veines qui sont d'une grande complexité et ceci est rendu possible grâce à l'ablation de la fibula. Et nous visualisons ici les 3 axes de jambes sur la même vue. Il existe bien sûr d'autres techniques pour aborder l'anatomie, pour disséquer le corps humain. L'une d'entre elles est la corrosion. Et vous voyez ici un fœtus qui a été injecté et corrodé. Et après injection du système vasculaire, il reste uniquement les vaisseaux qui sont visualisés sur cet extraordinaire modèle tridimensionnel. Une autre application, c'est l'injection du système veineux qui avait été réalisée avec Odile Plaisant à notre unité de recherche. Vous voyez ici la totalité du système veineux injecté avec en particulier les plexus veineux vertébraux internes, le système des veines lombaires et de la veine cave. Une autre technique étonnante, bien sûr, est la plastination qui avait été inventée par Gurten van Hagens en 1977, qui consiste à injecter dans les tissus du silicone pour les rendre imputrescibles et rendre ainsi des pièces anatomiques étonnantes et extrêmement réalistes puisqu'elles sont des pièces réelles injectées de silicone. Le plus bel exemple en est probablement le cheval avec son cavalier qui est visible à Maison-Alfort à Paris. Mais il y a un problème, c'est la crise de l'anatomie. L'anatomie, bien sûr, est une science fondamentale qui est la pierre angulaire de l'enseignement médical, et tout particulièrement pour les chirurgiens, mais elle traverse actuellement une crise, et cette crise est liée probablement en grande partie aux difficultés de la dissection cadavérique pour les jeunes étudiants ou ceux qui veulent apprendre l'anatomie, et qui est combinée au fait que la demande est croissante. Donc, pas assez de corps disponibles, beaucoup d'étudiants qui demandent la dissection,
Et donc, il est incontournable qu'on doive se diriger vers les outils numériques pour pallier à ces insuffisances. Pallier à ces insuffisances pour des problèmes religieux ou éthiques, évidemment, on peut développer de nouvelles technologies qui vont pas remplacer, mais qui vont être associées à la dissection anatomique. Ce sont les outils numériques et multimédia de la réalité virtuelle. De plus, ces outils vont permettre de la recherche en morphologie, en particulier dans ce qu'on appelle la computational anatomy, c'est-à-dire l'étude de la variabilité morphologique. Et bien sûr, c'est fondamental, ils vont permettre d'immenses progrès en chirurgie, car ils ouvrent la voie au planning, au training et à la simulation chirurgicale. Qu'est-ce que la réalité virtuelle ? Eh bien, la finalité de la réalité virtuelle est de permettre à des personnes de vivre une expérience d'immersion, c'est-à-dire d'avoir une activité sensorimotrice et cognitive dans un monde qui est créé virtuellement par le numérique. Donc ça peut être un monde imaginaire, symbolique, mais il a tous les aspects du monde réel. Cette réalité est un outil pédagogique très puissant et remarquable, qui agit de façon émotionnelle. Donc, c'est probablement l'avenir pour l'apprentissage et l'enseignement de l'anatomie, mais aussi de la chirurgie, et évidemment, idéalement, associé à la manipulation d'outils réels qui vont être connectés au champ virtuel, au monde virtuel. Et ceci ouvre la voie de la réalité augmentée en chirurgie. Voyons tout d'abord les principes et les techniques de cette modélisation 3D, de cette reconstruction tridimensionnelle. Il existe deux types de modélisation selon le type de données. La première porte le nom de volume rendering. Elle utilise des données numériques provenant en général des radiologues, c'est-à-dire le scanner, l'IRM. C'est une acquisition volumique qui produit d'énormes données. Elles sont présentées sous forme de voxels et traitées par des logiciels dédiés, en général des compagnies de radiologie. La deuxième forme de modélisation porte le nom de modélisation 3D vectorielle. Celle-ci est totalement différente puisqu'elle est obtenue à partir d'images de coupes anatomiques réelles. Et là, c'est une segmentation qui va être manuelle en grande partie, qui va produire des nuages de points avec des vecteurs et des algorithmes de spline pour reconstruire un modèle anatomique. Alors, l'origine de ces données, bien sûr, la plupart des données numériques viennent de nos amis radiologues, du scanner, de l'IRM ou de l'échographie. D'autres types de données plus anatomiques sont sous forme de coupes, et vous connaissez tous Visible Human, qui a réalisé ces coupes. Et enfin, la dernière type de données sont des coupes histologiques qu'on utilise principalement en embryologie ou en anapathie. Alors voyons tout d'abord le premier type de données, qui sont des données numériques, qu'on appelle les reconstructions par volume rendering. Alors pour cela, il faut parler de quelques concepts, en particulier du scanner. L'invention du scanner donc consiste à un codage numérique des images radiologiques. Ce sont des coupes qui sont codées en 4096 niveaux de densité qu'on appelle les unités Hansfield, d'où le nom de tomodensitométrie. Le scanner spiralé que vous voyez ici est donc une machine qui combine deux mouvements. D'une part, la rotation d'un tube à rayon X, couplé à des détecteurs, et le mouvement de translation linéaire d'un lit, qui donc, la combinaison de ces deux mouvements, va donc créer un mouvement hélicoïdal, d'où le nom de scanner hélicoïdal. Alors, voyons brièvement
la technique du scanner sous la forme du phléboscanner. Donc on injecte un contraste au dos du pied, on fait une acquisition, ceci va produire de plusieurs centaines de coupes et on va reconstruire le volume grâce au volume rendering direct et à des logiciels dédiés. Alors voici les étapes techniques: l'acquisition, transmission des données à une station de travail et post-processing et récupération des animations sur un portable. Quels sont les principes de cette technique? Eh bien, le volume acquis est composé de petits cubes très petits de 100 microns de côté qu'on appelle les voxels, et la reconstruction va s'opérer par un algorithme qui est dit de lancer de rayons, c'est-à-dire que on va faire la somme de tous ces petits voxels qui vont être projetés sur une surface plane sous forme de l'écran qui sera disponible à l'œil. Comment fonctionne cette reconstruction? Eh bien, le volume rendering procède par une segmentation automatique des structures. En effet, ces structures peuvent être distinguées grâce à leur densité. Nous avons vu les unités Hansfield. Donc, en se basant sur le seuillage, c'est-à-dire sur la sélection de l'échelle des densités Hansfield, on va pouvoir faire correspondre chaque densité à une couleur, et ces densités vont correspondre à différentes structures anatomiques. On pourra faire varier la saturation, la luminosité et la transparence. Voici un exemple sur la gauche du bassin d'une jeune femme qui a une oblitération iliaque, et vous voyez ici en haut les histogrammes des voxels. Vous voyez que les voxels de faible densité, comme l'air, sont situés à gauche, et vers la droite, les unités Hansfield augmentent, la graisse, l'eau et l'os pour aller des faibles aux fortes densités. Donc vous voyez ici le codage qui a été opéré, en particulier l'opacité en bas. Si nous déplaçons les curseurs de l'opacité vers la gauche, ici nous avons une opacité qui est située à gauche de la peau, c'est-à-dire nous voyons la totalité du volume, y compris la peau. Déplaçons le curseur situé en bas vers la droite et déplaçons-le à droite du pic d'histogramme de la peau et de la graisse, et nous voyons à gauche automatiquement disparaître les structures de faible densité, c'est-à-dire la peau et la graisse, et nous avons la reconstruction de l'os et des veines qui ont été injectées. Voici un exemple de cette technique utilisée comme une dissection virtuelle préopératoire chez un patient variqueux, en complément à la cartographie faite par l'écho-doppler que vous voyez au centre, et c'est la technique du phléboscanner. Alors voici la rotation du membre, c'est une véritable dissection virtuelle. On peut donc faire tourner le modèle 3D pour inspecter les paquets variqueux et voir ainsi, et nous pouvons aussi faire modifier la transparence. Donc cette modification permet de voir ici la varice du mollet, la perforante du mollet et les veines gastrocnémiennes qui sont à l'intérieur du muscle. Nous voyons donc les deux veines gastrocnémiennes médiales qui montent verticalement. Elles se rejoignent en haut. Nous allons faire descendre le modèle. Elles se rejoignent en haut, au niveau de la veine poplitée, tout en haut du modèle, et elles se jettent à la face latérale. Ici, sur cette vue latérale, nous voyons les veines soléaires et les perforantes fibulaires qui sont parfaitement disséquées grâce à la transparence des tissus. Donc c'est une véritable dissection virtuelle d'un patient vivant grâce à cette technique de volume rendering. Nous voyons ici les veines tibiales postérieures au niveau de la cheville. Nous voyons les perforantes. Et en bas, nous voyons les veines plantaires latérales qui représentent la pompe du pied, la pompe veineuse plantaire.
Voici un autre exemple d'exploration du thorax et du cœur. C'est une promenade virtuelle dans le thorax et nous allons ici pénétrer dans le tronc de l'artère pulmonaire, puis dans sa branche droite. Et vous voyez ici, en haut de l'image, appendu au bord supérieur de l'artère pulmonaire, un thrombus. Donc à gauche, vous voyez la veine cave supérieure. Vous voyez les pellicules pulmonaires à droite et à gauche. Vous voyez que c'est une technique absolument étonnante de reconstruction virtuelle et de promenade virtuelle dans le corps humain. Un autre exemple est ici un contrôle d'une prothèse aorto-bifémorale par un stent. Donc vous voyez ici l'orein droit et l'artère mésentérique supérieure. Nous allons descendre au niveau de la bifurcation aortique. Vous voyez le métal du stent au niveau des artères iliaques. Vous voyez les clips qui ont été posés et nous allons maintenant faire une promenade à l'intérieur de la veine de l'artère fémorale droite. Voici l'intérieur de l'artère fémorale, les calcifications dues à l'athérome. Nous progressons vers le haut, nous allons passer sous l'urtère droit, puis dans l'artère iliaque externe et dans l'artère iliaque primitive et l'aorte. Voici le stent vu par l'intérieur, le grillage du stent et l'aorte thoracique. La deuxième technique est totalement différente puisqu'elle s'opère à partir de coupes anatomiques ou histologiques et elle se nomme la modélisation 3D vectorielle. Alors à partir de coupes histologiques, on peut réaliser des reconstructions comme celle-ci qui est la caractérisation de l'histiocytose X pulmonaire. Et à partir des coupes histologiques, donc, on a reconstruit en tridimensionnel le modèle élémentaire de cette affection particulière avec le kyste au niveau de la bronchiole et au niveau le granulome qui est la lésion typique de cette affection. Une autre possibilité en embryologie est de reconstruire le carpe embryonnaire ou d'autres structures. Et ici, cette étude de morphométrie du carpe, et vous voyez ici à gauche la coupe histologique et à droite la reconstruction et l'échelle qui est de 500 mus. Une autre possibilité est la modélisation d'embryons à partir de coupes histologiques d'embryons, comme vous voyez ici, avec les structures d'un embryon humain de 35 mm crânio-caudal. On peut également modéliser à partir de coupes anatomiques, bien sûr, comme celle de Visible Human, en particulier ici le Korean Visible Human. Ce travail consistait à une modélisation du système urogénital à partir des coupes de Visible Human. Voici le résultat du modèle obtenu et vous voyez qu'on peut modéliser toutes les structures et rendre transparentes certaines structures pour en arriver uniquement aux structures de l'appareil urogénital. Cette autre modélisation 3D est faite à partir du Chinese Visible Human avec le même principe. À partir des coupes, nous allons le revoir plus tard, on peut obtenir un atlas tridimensionnel du corps humain très détaillé qui peut servir d'outil pédagogique. En particulier, nous voyons ici les gros vaisseaux abdominaux, la veine cave et l'aorte et toutes leurs branches. Voyons maintenant quels sont les objectifs de cette anatomie numérique et principalement deux objectifs
Le premier, c'est la recherche. Nous avons vu donc l'analyse statistique des formes, le difféomorphisme des variations anatomiques et une analyse quantitative, mais surtout l'intérêt et surtout l'enseignement grâce aux nouveaux outils numériques. Au premier rang desquels la table de dissection virtuelle, l'utilisation également de modèles interactifs, nous en avons vu quelques-uns, l'impression tridimensionnelle et finalement la réalité immersive avec le masque Oculus. Quelques résultats pour vous donner une idée des immenses possibilités de ces outils numériques. Nous avons créé cette unité en 2007 avec le professeur Vincent Delmas au niveau du laboratoire d'anatomie des Saints-Pères. Et surtout, nous avons procédé en 2015 à la création de la chaire d'anatomie numérique UNESCO qui va nous permettre des partenariats, nous allons le revoir. Et finalement, création de l'unité Ancre, dirigée par le professeur Chevalier à Paris-Descartes. Donc depuis près de 18 ans, nous avons formé et initié de multiples étudiants à ces outils numériques appliqués à la morphologie. Vous voyez des mémoires du diplôme universitaire d'anatomie clinique et numérique de 2008 à 2017, des masters et des thèses. La chaire UNESCO créée en 2015 a comme but fondamental de diffuser l'usage de ces nouveaux outils numériques, en particulier tous les outils de la réalité virtuelle. Et pour cela, il nous faut développer des partenariats interuniversitaires à l'échelle mondiale. Comme vous le voyez, de nombreux partenaires ont été déjà inclus dans notre groupe, en particulier en Argentine, à Saint-Domingue, en Indonésie, en Afrique et en Afrique du Nord. En ce qui concerne une technique très intéressante porte le nom de dissection anatomique assistée par l'ordinateur. De nombreuses publications ont été réalisées avec cette technique. En quoi consiste-t-elle ? Nous allons le voir, mais voyons d'abord les résultats, les différents champs d'application, surtout en embryologie, le carpe embryonnaire, nous avons vu un exemple, les nerfs de l'urètre, les nerfs pelviens et les applications dans la chirurgie pelvienne et abdominale. Enfin, une autre application remarquable, c'est l'accouchement virtuel qui a été développé par le docteur Olivier Anny. Alors, voyons un petit peu plus en détail cette dissection anatomique assistée par ordinateur qui a porté sur le pelvis du fœtus et le pelvis de l'adulte, avec surtout en ligne la reconstruction et l'étude anatomique des nerfs hypogastriques, des nerfs splanchniques et de leurs bandelettes neurovasculaires. Quel est l'intérêt de cette connaissance anatomique ? Eh bien, c'est un intérêt majeur en chirurgie pelvienne, en chirurgie oncologique, en chirurgie de la prostate, en chirurgie utérine, pour la préservation des nerfs, qui est le problème majeur de cette chirurgie. Alors, cette méthode de dissection assistée par ordinateur a été inventée par Yücel et elle est basée sur un immunomarquage des coupes histologiques, des coupes très fines de 5 mus qui sont sériées. Donc, on procède par série de coupes, par bloc, avec une coloration de référence, hématoxylinéosine, un trichrome de Masson, et puis surtout des marqueurs qui sont des immunomarqueurs, soit pour les vaisseaux, soit pour les nerfs. Vous voyez ici la protéine S100 avec deux techniques, le marquage des nerfs cholinergiques, adrénergiques et le marquage des vaisseaux. Alors, après alignement des coupes, on va faire une reconstruction par segmentation manuelle. Pour cela, nous utilisons un logiciel qui se prénomme Windsurf,
qui est un vieux logiciel mais qui fonctionne parfaitement bien et qui permet d'obtenir un modèle vectoriel par contourage de chaque structure anatomique. Donc c'est un travail fastidieux et long, puisqu'il faut procéder par structure, la peau, l'os, les muscles, les vaisseaux, les nerfs, et on peut donc identifier ces structures. Ces structures ne sont pas visibles à l'œil sans marquage, donc c'est la seule technique qui permet de les reconnaître et de les contourer. Et puis quand on a fini, on peut réunir les éléments anatomiques de toutes ces coupes pour créer un modèle anatomique complet. Alors voici un exemple du travail de Karam qui a été publié dans Opera Neurology en 2005. C'est un fœtus de 40 semaines et vous voyez ici que les fibres myélinisées qui sont donc colorées en jaune et les non myélinisées colorées en jaune et myélinisées colorées en vert peuvent être aisément distinguées, et vous voyez que leur topographie n'est pas la même le long de l'urètre, à la face postérieure de l'urètre. On peut donc distinguer et étudier la morphologie de ces différentes fibres. Voici un autre travail de Bayan Al-Saïd qui porte sur les bandelettes prostatiques, et là encore vous voyez la possibilité qu'on a de reconstruire anatomiquement tous ces nerfs en distinguant les nerfs adrénergiques en vert et cholinergiques en violet qui n'ont pas le même trajet anatomique. Un autre travail du même auteur, vous voyez ici sur l'anatomie des nerfs pelviens, et nous voyons très bien le nerf splanchnique et les différents nerfs chez ce fœtus mâle de 17 semaines. Là encore, on peut distinguer tous les types de nerfs et étudier leur rapport topographique par rapport aux différentes structures anatomiques. Un autre travail de Moscovitz, lui, était dédié à la chirurgie rectale pour cancer, et de la même manière, on a pu déterminer sur ce modèle tridimensionnel la topographie exacte des nerfs pelviens et du plexus splanchnique. Enfin, un travail de Vincent Balaya a permis de mieux préciser comment préserver les nerfs dans l'hystérectomie radicale pour cancer, en précisant bien leur rapport topographique par rapport aux différentes structures anatomiques. Ici, il s'agit d'un embryon de 69 mm. Et vous voyez la dissection anatomique et les différents rapports, les conséquences anatomiques que l'on peut tirer de cette connaissance de la topographie des nerfs. Donc, en résumé, ces connaissances anatomiques et cette reconstruction tridimensionnelle de cette technique spéciale a pour but essentiel la préservation des nerfs splanchniques. C'est majeur dans la chirurgie endoscopique et robotique du pelvis, la prostate, l'utérus et le rectum. Une autre application totalement différente consiste à reconstruire les veines du membre inférieur de l'embryon. Vous voyez ici la publication que nous avons réalisée en 2014 chez 3 embryons humains de 12 à 14 semaines. C'est un domaine de recherche car il n'y a pas de résultat d'observation directe des veines de l'embryon à ce stade. Vous voyez que nous utilisons la même technique d'immunomarquage. Nous voyons ici très bien les marqueurs des nerfs sur le côté gauche par le PS100 et des vaisseaux à droite par le D240. Et vous voyez que les structures visualisées ici, le nerf sciatique n'est absolument pas visible, les nerfs fémorales ne sont absolument pas visibles sur la coupe de droite, qui est dédiée au vaisseau, alors qu'au contraire, le plexus de la veine fémorale, très fin, et la veine axiale, très volumineuse, sont très bien isolés sur cette coupe à droite grâce au marqueur de vaisseau. Voyons plus en détail, ici, le pédicule fémoral avec l'artère fémorale plus épaisse, et le fin plexus de la veine fémorale qui à ce stade est plexiforme et fine, alors que nous avons en arrière, le long du nerf sciatique, ce qu'il est convenu d'appeler une veine axiale. C'est une veine qui est normale à ce stade embryonnaire et qui va régresser ensuite chez l'adulte. Et nous voyons ici, à partir de ces coupes, la reconstruction tridimensionnelle du membre inférieur de l'embryon avec les nerfs, les vaisseaux et les différentes structures anatomiques.
Le résultat final d'une telle reconstruction est ici affiché. Nous voyons les nerfs en jaune avec la veine axiale en bleu au niveau de la cuisse, la veine grande saphène en bleu clair et du côté postérieur, au niveau du mollet, la veine petite saphène en violet. Donc toutes les structures anatomiques sont reconstruites chez cet embryon de 14 semaines. La veine axiale est bien visible ici, le long du nerf sciatique. Et des travaux d'embryologie très semblables ont été réalisés à l'Université d'Amsterdam par l'équipe de Bakker. La méthodologie est très proche de la nôtre. Il s'agit de prendre des coupes histologiques d'embryons, de faire une segmentation, puis une reconstruction 3D et de le mettre en une interface. Voici la méthodologie utilisée par l'équipe d'Amsterdam. Donc 34 spécimens, 15 000 sections, puis un alignement et annotation et reconstruction. Il s'agit d'un travail absolument énorme. Vous voyez ici le résultat de ce travail. Tous les stades embryonnaires ont été reconstruits, du stage 7, 15 jours, au stage 23, 2 mois. Voyons maintenant la deuxième application, probablement le deuxième objectif, probablement le plus important, qui est l'outil d'enseignement de cette anatomie numérique. Et concernant l'enseignement, il est vrai que c'est surtout le Visible Human qui fournit le plus de données, qui a permis le plus de choses intéressantes. Et nous avons depuis 2014 travaillé à Paris Descartes avec de nombreux étudiants qui faisaient leur mémoire d'anatomie numérique à reconstruire le Visible Human. Quel est le but ? Le but est d'établir une banque de données vectorielles, une sorte d'atlas tridimensionnel qui serait utilisable pour faire une table de dissection virtuelle. Et évidemment, cet outil est remarquable, mais il y a aussi un autre intérêt, c'est qu'en construisant ces contours et ces modèles vectoriels, les étudiants ont là une extraordinaire méthode d'apprentissage de l'anatomie. Voici le matériel, c'est-à-dire la femme, la coréenne, qui est congelée dans son caisson, et à droite, le professeur Chung à Séoul, en ma présence, qui vous montre ici le cryomacrotome, qui est cette énorme machine qui prend une salle de plusieurs mètres de long et qui sert à couper le corps humain en tranches fines de 0,2 mm. Voici le résultat. Le corps humain a été coupé en 5960 tranches, coupe anatomique très fine. Ensuite, il y a un travail de contourage pour faire une reconstruction de modèles vectoriels d'environ un millier de structures anatomiques. Alors voici un exemple pour montrer le travail qui consiste à faire le contourage à l'aide du logiciel Windsurf. Vous voyez une coupe au niveau du foie, et là, par l'outil de tracé, on a tracé ces points, ce contour vert qui trace le contour de la vésicule biliaire. Alors, une fois que l'on a travaillé pendant quelques heures et qu'on a fait des dizaines et des dizaines de coupes successives, on obtient, comme on voit à droite, un modèle sous forme de mèche, de modèle de fil de fer, et on peut ensuite, si on fait un rendu réaliste, un lancer de rayon, et on peut obtenir, à partir de ces coupes de la vésicule biliaire, du foie et des vaisseaux, ce genre de modélisation extrêmement réaliste. Alors voici un autre exemple sur un logiciel de segmentation du foie qui a été réalisé à Paris Descartes. Quel est le but principal de cette reconstruction ? Eh bien, c'est d'avoir un modèle disponible pour une dissection virtuelle. Alors la dissection virtuelle, elle se présente sous la forme, idéalement, d'un écran tactile géant de 50 pouces qui est commandé uniquement avec les doigts, et donc on a un écran, on a un modèle tridimensionnel
de taille réelle, et à l'aide de boutons et d'outils, on peut commander facilement la dissection du corps. Voici l'interface de cette table de dissection virtuelle, qui est la table Diva 3D, et vous voyez les différents boutons à droite qui permettent de commander la sélection d'une partie du corps, d'un système donné, ou de tous les éléments qui seront rendus transparents ou opaques ou non visibles, et vous voyez que le nom est fourni en 4 langues. Voici le résultat donné sur le corps entier. Ce corps, ce modélisation, associe le modèle 3D et les coupes anatomiques d'origine. Voici un exemple sur le résultat obtenu pour le squelette. Un modèle rotationnel, vous voyez qu'on peut ajouter les vaisseaux, les artères, les nerfs. Chaque élément est séparé et peut être labellisé. Voici les organes. En tout, 1500 structures anatomiques du corps humain sont représentées. Voici un autre exemple des gros vaisseaux et du cœur, où on voit parfaitement les pédicules pulmonaires, les artères coronaires et les troncs supraortiques. Voici un autre exemple de la tête et du cou. Et un dernier exemple de l'encéphale et des vaisseaux, avec la possibilité, bien sûr, d'enlever un certain nombre de structures pour voir les noyaux gris centraux, les ventricules cérébraux, chaque structure étant manipulable séparément. On peut la rendre transparente. Voici le polygone de Willis, le thalamus. Donc nous avions vu déjà l'atlas embryonnaire d'Amsterdam. En voici une démonstration. Elle est basée sur les mêmes principes et la même interface d'Acrobat 3D PDF. Vous voyez que le modèle de cet embryon de 16 mm est totalement interactif. On peut sélectionner le système cardiovasculaire avec les noms, ici en anglais, veine cardinale supérieure, l'aorte. Voici le système alimentaire, digestif, avec l'œsophage. Voici le squelette. On peut remettre les téguments. Voici le système urogénital, avec les gonades, la vessie et le métanéphros. Voici la thyroïde et le thymus, les poumons. C'est un outil pédagogique remarquable. Voici le système nerveux. Et on peut bien sûr remettre les tissus, les rendre transparents. Et c'est un modèle totalement interactif qui comprend tous les stades embryonnaires. Enfin, quels sont les autres outils en dehors de ces outils de table de dissection virtuelle ? Eh bien, il y a quand même d'autres outils qui sont utiles pour l'enseignement. C'est les modèles en résine ou en silicone et la réalité. Alors, ici, un exemple de tous les modèles anatomiques que l'on peut réaliser en impression 3D. Maintenant, le coût des imprimantes a beaucoup baissé et la technologie de fabrication de ces outils est beaucoup simplifiée. Vous voyez ici le cœur et les différents os. Il existe des cadavres synthétiques, ici ceux de Sindaver Lab, qui sont assez réalistes mais quand même très insuffisants. Vous voyez ici le membre supérieur avec les nerfs et les vaisseaux, les muscles. Voici le membre inférieur. Bien sûr, c'est quand même très différent d'un sujet. Par contre, la plastination
est quelque chose d'extraordinaire car son réalisme est parfait. La seule chose, c'est que son prix est très, très élevé. Vous voyez ici un catalogue qui est disponible par la société Blu-ray en Chine qui permet d'avoir toutes les parties du corps en plastination. Voici un corps humain vu de dos. Voici un abdomen. Voici un petit bassin. Le réalisme est total puisque c'est un véritable corps injecté de silicone. Enfin, dernier élément, qui est le dernier en date, qui est la réalité virtuelle immersive, et vous avez entendu parler des lunettes Oculus. Là, c'est un outil puissant d'enseignement qui agit de façon émotionnelle et qui donne une valeur et une puissance énorme à toutes les expériences virtuelles que l'on peut vivre, qui peuvent être de type anatomique. Je conclurai ce cours en disant que, bien sûr, vous l'avez compris, toutes ces techniques, tous ces outils ont un intérêt majeur pédagogique, mais aussi de recherche. Et bien sûr, au-delà de l'anatomie et de l'apprentissage par les jeunes de la morphologie du corps humain, c'est surtout dans la chirurgie personnalisée qu'elles ont des applications directes et fondamentales, puisqu'elle peut être optimisée par les modèles 3D, c'est-à-dire le planning opératoire, le training, la simulation chirurgicale et la réalité augmentée. Tout ceci, c'est l'avenir très proche de la chirurgie. Je vous remercie de votre attention.